Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais évoquer la mémoire de Margaret Buber-Neumann, qui est une communiste allemande qui a eu la particularité de connaître les camps staliniens et les camps hitlériens, et d'en être sortie vivante, ce qui est quand même un exploit. Donc elle va d'ailleurs narrer ce macabre périple dans 2 livres, Déportée en Sibérie, puis Déportée à Ravensbrück. Et donc je vais évoquer ce parcours hors du commun qui est une femme en fait qui aura connu le système concentrationnaire des 2 grands régimes totalitaires du XXe siècle. Alors Margaret Buber-Neumann est née Turing en 1901 à Berlin. Elle va épouser l'idéologie communiste en 1920. Elle va d'ailleurs se marier avec un militant communiste, Raphaël Buber. Mais elle va divorcer et en 1929, elle va se mettre en couple avec un certain Heinz Neumann, qui était un ponte du Parti communiste allemand. Mais avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, le couple va rejoindre l'URSS en mai 1935, puisque Hitler faisait la chasse aux opposants et plus particulièrement aux communistes. Mais cet exil qui au début va bien se passer, puisque le couple Neumann va en fait travailler dans une maison d'édition soviétique où il va traduire des écrits marxistes du russe à l'allemand. Malheureusement, au printemps 1937, Staline avait lancé depuis 1 an les grandes purges. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ces grandes purges staliniennes, dont je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et la communauté des communistes étrangers réfugiés à Moscou va payer son tribut à la paranoïa stalinienne, puisque Staline considérait en fait que les communistes étrangers pouvaient être contaminés par le virus trotskiste, et donc être potentiellement dangereux. Je rappelle qu'à l'époque, Staline était obsédé par Trotsky. J'ai fait aussi une vidéo sur cette obsession trotskiste de la part de Staline, et je mettrai aussi la vidéo en dessous, le lien. Donc Heinz Neumann est arrêté au printemps 1937 par le NKVD, alors qu'il logeait à l'hôtel Lux, chambre 175, l'hôtel Lux qui était l'hôtel qui accueillait en fait les résidents communistes étrangers. Et Heinz Neumann va complètement disparaître du jour au lendemain. Margaret va essayer de retrouver sa trace, mais c'était la particularité un petit peu des régimes totalitaires, c'est-à-dire que les individus étaient arrêtés et disparaissaient. On n'avait plus de nouvelles d'eux. 1 an après, alors que, en tant que femme d'un, entre guillemets, renégat, elle avait un peu perdu tous ses droits en URSS et qu'elle a survécu un peu comme elle pouvait, elle est arrêtée elle aussi, parce que c'était une femme d'opposants politiques, et elle va passer plus d'1 an à la prison de Boutriki, à Moscou, dans une grande cellule, avec des dizaines de femmes, comme elle, et pendant 1 an, globalement, elle va pas savoir de quoi, en fait, elle est accusée. Une des autres caractéristiques des régimes totalitaires, c'est qu'on vous arrête, mais vous savez pas pourquoi. Bon, les conditions de vie sont assez difficiles, puisque les prisonnières dorment à même le sol, et ne sont au courant de rien. Et puis, un jour, quelques mois après son incarcération à Boutriki, elle est convoquée devant un juge, et elle est accusée d'activité anti-soviétique, et elle est condamnée à 5 ans de camp. Elle va être alors internée à Karaganda, en Sibérie. Alors les camps staliniens, elle va évidemment raconter sa vie un peu misérable dans cet univers concentrationnaire, dans un camp où il n'y a même pas de barrière, qui n'est même pas clôturé, parce que il est dans la steppe sibérienne et que bon, on peut pas s'évader. Hein. Je veux dire que y a pas de route, y a rien quoi. Et elle dit d'ailleurs même que la vie est tellement misérable dans la région de Karaganda que même ceux qui ne sont pas à la limite prisonniers aimeraient bien à la limite appartenir au camp pour au moins bouffer quoi. Alors évidemment, bon, la vie à l'époque de Staline et en plus sous la guerre, je veux dire, c'était pas le paradis des soviets. Hein. La vie d'un zèque, c'est-à-dire d'un prisonnier, était misérable. Il
n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise. Elle dormait à même le sol, qui était en terre battue. La nourriture, évidemment, est famélique, mais elle dit elle connaissait une relative liberté parce que, globalement, la hiérarchie du camp s'en foutait un peu. Il n'y avait pas, comme dans les camps nazis, en fait, une troupe qui était destinée uniquement à la garde des camps. Comme, par exemple, la SS Totenkopf sous le nazisme. Globalement, en fait, les gardiens de camp à Karaganda, c'était des jeunes militaires, souvent, qui, à la limite, vivaient une vie aussi misérable que les prisonniers qu'ils gardaient. Hein. Donc, elle ne parle pas, en fait, de torture physique ou psychologique. La discipline était un peu lâche, il n'y avait pas d'acte sadique véritablement envers les prisonniers. Mais en fait, comme elle le dit, le plus dur était qu'elle ne savait pas pourquoi elle était là, quoi. Et toujours pareil, elle n'avait pas de nouvelles de son mari. Alors, en 1940, donc, elle a passé plus d'1 an à Karaganda, et là, elle est transférée à Moscou avec d'autres prisonnières allemandes, donc Carla Noer, une actrice en fait qui s'était mariée avec un communiste roumain, il me semble, et qui est décédée d'ailleurs à Moscou, avec d'autres communistes, comme par exemple Roberta Gropper et la femme du feu Eric Musham, qui avait participé en fait à la révolution en Bavière. Et elles réatterrissent à la prison de Bourtiki, à Moscou, où elles sont royalement traitées. À leur grande surprise, elles comprennent pas trop pourquoi elles sont là, et tout d'un coup, très très bien traitées, alors qu'elles menaient une vie misérable. Et d'ailleurs, elle raconte la discussion qu'elle a eue avec une autre communiste, Roberta Gropper, qui sera aussi internée dans un camp nazi, et qui aura plus tard des fonctions en RDA, c'est-à-dire dans l'Allemagne communiste. Et Böbernemann, en parlant avec Roberta Gropper, qui est un peu une communiste fanatique, elle dit, mais moi, en retournant en Allemagne, je raconterai en fait aux ouvriers allemands ce qu'est véritablement la réalité du système soviétique, du système stalinien. Et là, Roberta Gropper s'était mis en colère en disant tu ne peux pas raconter ce que nous avons vécu, tu ne peux pas tuer l'espoir des prolétaires allemands. Et à la limite, cette réflexion de Roberta Gropper montre bien que, quelque part, le stalinisme était avant tout une idéologie. C'est-à-dire que la réalité comptait peu. Ce qui était important, en fait, c'était de croire aux fins dernières et croire au paradis communiste, et que, je dirais que le stalinisme était peut-être le passage obligé vers un avenir meilleur. Alors, un jour, des agents des NKVD viennent les chercher à la prison de Bourtiki, après quelques mois passés où elles ont été remplumées, quoi. Et là, on les met dans un train, direction la frontière allemande, où elles descendent à Brest-Litovsk, et où elles sont livrées à la Gestapo, c'est-à-dire la police politique allemande. Je rappelle que le 23 août 1939, c'est-à-dire, on va dire un an avant, il y avait eu le pacte germano-soviétique, que ce pacte était un pacte de non-agression, mais qu'il y avait, je le rappelle, des protocoles secrets à ce pacte, c'est-à-dire que et Staline et Hitler s'étaient partagés en fait l'Europe centrale, une moitié de la Pologne pour chacun, et pour Staline les pays baltes par exemple, et des territoires aussi en Roumanie. Mais il y a eu aussi un volet économique à ce pacte, puisque l'URSS avait livré des matières premières à l'Allemagne, mais il y avait eu aussi une collaboration entre les polices politiques des deux pays, puisque Staline avait fait livrer en fait des communistes allemands à Hitler. Ça l'arrangeait, Staline, puisque je rappelle que ça s'inscrivait dans les grandes purges staliniennes où en fait il éliminait les communistes étrangers, et d'une certaine manière il faisait plaisir à Adolphe en livrant des communistes allemands qui étaient soupçonnés de trotskisme à la Gestapo. Et là, Margaret Böbernemann, est assez surprise, comme ses autres camarades communistes, mais au début, en fait, elle va être internée rapidement à Ravensbrück, et au début, elles sont assez surprises par les bonnes conditions d'incarcération par rapport au camp sibérien, tout simplement parce que l'Allemagne est plus riche,
et que, bon, elles vivent dans des baraques avec des lits déjà, avec un sol, qui n'est pas en terre battue mais en bois, et elles sont, en 1940, correctement nourries, enfin, par rapport aux standards soviétiques. Mais la situation va rapidement se dégrader, avec la guerre qui va mal tourner pour l'Allemagne, et avec la politique d'extermination qui va être menée par les nazis, en URSS, mais aussi dans les camps de concentration et d'extermination, et à partir de 1942, la situation va se dégrader à tous les points de vue, avec des juifs, des polonais, des malades qui vont être gazés. En tant qu'Allemande, elle aura accès à des postes dans l'administration en fait, du camp de Ravensbrück, et elle va être à un moment donné chef de bloc même des témoins de Jéhovah. Elle parle avec une pointe d'admiration de ces témoins de Jéhovah, qui en fait étaient d'un stoïcisme absolument extraordinaire dans cette situation de souffrance extrême, et qui en plus, d'une certaine manière, acceptaient leur incarcération, puisque, comme elle l'écrit, il suffisait qu'ils renient en fait Jéhovah pour être libérés. C'était des témoins de Jéhovah allemands, donc ils étaient là tout simplement parce qu'ils croyaient plus en Jéhovah qu'en Hitler, ce qui était inacceptable évidemment dans un régime totalitaire. Et ces témoins de Jéhovah préféraient à la liberté l'incarcération plutôt que de renier en fait leur Dieu. C'est assez incroyable. Et elle les décrit comme très soumis, très disciplinés. Ils étaient les préférés en fait du commandant Kogel, qui, lorsqu'il faisait visiter des bâtiments à des étrangers, notamment à la Croix-Rouge, pour montrer que ces camps de concentration en fait étaient quasiment des camps de vacances, il amenait en fait les visiteurs chez les Jéhovah parce que c'était toujours impeccable et que les Jéhovah étaient très disciplinés, ils ne posaient aucun problème. Mais elle raconte aussi qu'elle avait été mise à l'écart par les communistes staliniennes, qui évidemment se méfiaient d'elle, puisque Böhmermann, elle, avait perdu sa foi d'une certaine manière un peu communiste, en tout cas en Staline, avec ce qu'elle avait vécu. Et elle décrit en fait des communistes staliniennes qui avaient une foi qui ressemblait à celle des Jéhovah, quoi. On était quasiment dans le registre religieux, je dirais, chez les staliniens à l'époque, même dans les camps. Alors elle narre aussi sa grande complicité avec Milena Jesenská, qui fut l'amie et la traductrice de l'écrivain Franz Kafka, qui a montré un courage extraordinaire, qui alla même jusqu'à repousser en fait les avances d'un médecin SS, Walter Sontag, qui après la guerre fut condamné à mort et exécuté, qui préféra, je dirais, garder donc son honneur plutôt que d'améliorer son quotidien, et qui va mourir en fait gazé en 1944. Elle va d'ailleurs écrire un livre sur Milena Jesenská, parce qu'elle fut très marquée en fait par cette femme qui a montré une dignité et un courage extraordinaire dans des conditions horribles. Alors, elle raconte aussi qu'elle avait eu vent des massacres qui se déroulaient à Auschwitz, le camp d'extermination qui a gazé entre 1 et 2 millions de juifs, d'après son propre commandant, hein, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss. En fait, elle avait connu les massacres et les gazages d'Auschwitz par une capot allemande qui était une Jéhovah et qui était passée par Auschwitz et qui lui décrivait en fait l'odeur pestilentielle de la chair brûlée qui sortait en fait des fours crématoires. Donc en 1945, en avril 1945, le camp de Ravensbrück, va être, je dirais, abandonné par les nazis. Elle va réussir en fait à s'en sortir, ce qui est quand même incroyable, puisque cette femme a survécu à l'enfer stalinien et à l'enfer hitlérien. Et après la guerre, elle va témoigner au procès Kravchenko en 1949. Alors qu'est-ce que c'est le procès Kravchenko ? Viktor Kravchenko en fait était un membre du PCUS, du Parti communiste de l'Union soviétique, depuis 1929. Il a même été commissaire politique pendant la guerre, donc c'était quand même quelqu'un qui était un stalinien bon teint, quoi. Et pendant la guerre, il va être envoyé à Washington pour superviser l'aide américaine à l'URSS dans le cadre de la loi Prebail.
Et en 1944, il va faire défection. Il va demander l'asile politique aux États-Unis, son asile politique va être accepté. Et en 1946, il va publier un livre, J'ai choisi la liberté, I Choose Freedom, qui va dénoncer évidemment le régime soviétique. Alors évidemment, la machine de propagande stalinienne va le diffamer, et notamment en France, il y a les Lettres françaises, qui était un hebdomadaire d'obédience communiste, qui avait diffamé Kravchenko, et celui-ci va porter plainte contre les Lettres françaises. Et donc il va y avoir un procès en 1949, en bonne et due forme, en France, à Paris, qui va être complètement contre-productif pour le Parti communiste français. Pourquoi ? Parce que Kravchenko, outre qu'il va gagner en fait ce procès, puisque les Lettres françaises seront condamnées à payer des dommages et intérêts, Kravchenko va inviter à ce procès, pour se défendre, des témoins qui ont connu la réalité de la société soviétique, et notamment Margaret Buber-Neumann, qui va évidemment témoigner de l'arbitraire, la répression dont étaient victimes les citoyens soviétiques. Puisqu'elle avait vécu dans sa chair cet arbitraire, puisqu'elle avait passé quand même quelques années dans les prisons staliniennes, que ce soit à Boutriki à Moscou et après à Karaganda en Sibérie. Donc évidemment, Margaret Buber-Neumann, son témoignage va marquer quand même l'opinion internationale, mais pas trop, parce qu'à l'époque, je rappelle que l'URSS est un des grands vainqueurs de la guerre, que l'armée rouge quand même a porté le poids principal dans la victoire contre les armées nazies, que le Parti communiste français, comme beaucoup de partis communistes dans le monde, est florissant. Je rappelle que le PCF en 1945 est le premier parti de France, il le restera jusqu'en 1978, et qu'évidemment, il y a énormément de compagnons de route, d'intellectuels, de philosophes, qui sont des compagnons de route du Parti communiste, je pense aussi à Jean-Paul Sartre par exemple, qui vont quelque part prendre le parti du Parti communiste contre Kravchenko. Et Margaret Buber-Neumann va être diffamée, évidemment, par la machine de propagande stalinienne, et on va dire même que son mari, Heinz Neumann, qui on le sait, elle le saura après, a été fusillé quelques mois après son arrestation en 1937, que Heinz Neumann était un agent pro-hitlérien, ce qui évidemment est totalement débile, mais à l'époque, je rappelle, que Trotsky était l'ennemi ultime de Staline, et que Staline accusait notamment beaucoup de ses ennemis d'être des hitléro-trotskistes. C'est-à-dire que pour Staline, Trotsky travaillait pour Hitler. Ce qui, évidemment, aujourd'hui on le sait, est complètement absurde. Mais, malgré tout, Margaret Buber-Neumann a eu le courage d'aller témoigner au procès Kravchenko pour dire la réalité du régime stalinien, ce qui fait quand même de cette femme un témoin exceptionnel du XXe siècle, puisqu'elle aura connu les deux totalitarismes dans sa chair, et qu'elle aura survécu aux deux. Alors Margaret Buber-Neumann est décédée en 1989, à Francfort, et elle restera comme le témoin des deux grands totalitarismes du XXe siècle. Je vous remercie, à bientôt.